Chers amis, bonsoir. Bienvenue aux premières rencontres, échanges de l'année. Vous voyez ici, Madame Libertino nous apporte le petit bébé qui est 2016. Ça, 2015, c'est passé déjà. Et je suis très honoré que vous ayez accepté l'invitation. Et c'est très réjouissant d'avoir une invitée de taille. Ce n'est pas de la pommade, c'est une réalité. Madame Martine Libertino, d'abord une philosophe, écrivaine et médiatrice pour la paix, mais c'est un personnage très complexe et atypique, parce que par son positionnement vis-à-vis de la vie, et particulièrement pour ses activités qui touchent la connaissance de l'être humain et de son rôle dans l'existence. Alors c'est un personnage, permettez-moi d'interpréter, ça reste à vérifier, qui fait d'une certaine manière ce que les sages chinois disent, le lien entre le ciel et la terre, dans le sens qu'il y a une philosophie, une ouverture, au sens d'une vision de synthèse, et dans le même temps, elle a les pieds sur la terre, elle a des outils qui permettent à matérialiser ses idées. Donc c'est formidable. Et les résultats qui a été dans l'Europe, dans l'Afrique, dans Haïti, sont très remarquables parce qu'on a touché aussi des personnes démunies, simples, qui sont dans le besoin, et par ces connaissances, ils arrivent à trouver, à donner des moyens pour que la personne se prenne en charge. Elle aide aussi à modifier le codage, le formatage, à travers la transmission génétique, le bagage génétique qu'on a, et donne des outils concrets pour que la personne puisse se prendre en charge, dévoile le mécanisme de comment ça fonctionne dans l'être humain, la conscience, la subconscience, le mystérieux océan de la subconscience qui nous fait tellement des pièges, et c'est très réjouissant. Alors, enfin, c'est bien de pouvoir rêver tout en ayant les pieds sur la terre. Voilà. Je me suis vite rendu compte que c'est pas facile de présenter Madame Libertino. Et je lui posais la question, s'il me permet, à utiliser les témoignages que je l'ai trouvés sur son site, où il y a, donc pour moi les témoignages sont des exemples vivants, exemples de vie, et c'est qui exprime l'impact qu'il y a eu sur eux, l'enseignement de Madame Libertino. Et je choisis évidemment, et je fais un résumé des témoignages, autrement c'est long, parce que j'ai laissé une grande place pour que vous posiez des questions. Voilà. Donc moi, je pose des questions par rapport à... je démarre avec les témoignages, je pose certaines questions, mais dans le même temps, vous êtes libre d'intervenir et de poser vos questions personnelles ou ce qui vous suggère le déroulement du dialogue. Voilà la charte de notre réunion intime de ce soirée. C'est pas une grande salle, c'est un club privé, mais c'est la qualité qui compte. Hein? Et on a un germe qui fera des merveilles dans l'avenir. Ça, je suis convaincu. Voilà. Alors, je me permets maintenant de démarrer, si vous êtes d'accord. Tout à fait. Voilà. Et d'abord, j'ai bien compris que l'essentiel de votre travail consiste à faire une éducation au bonheur. Oui, avant tout. Et le bonheur, là, tous on cherche le bonheur, on est unanime. Enfin, on a un consensus, ce qui est rare. Et à la paix. Voilà. Et dans ce sens, comme l'exprime d'ailleurs votre sujet de ce soir, donc l'éducation au bonheur, utopie ou réalité. Alors, pour maintenant c'est une utopie, mais à la fin, ça sera une réalité. Je l'espère pour vous. Alors, pour moi, c'est déjà une réalité. Bon. Alors, la première question, que signifie pour vous l'éducation au bonheur? Alors, que signifie l'éducation au bonheur? C'est une grande question, n'est-ce pas? L'éducation au bonheur, ça signifie déjà
une connaissance du fonctionnement de l'être humain, et ça signifie également l'acceptation que le bonheur puisse être justement une réalité, comme le disait tout à l'heure, alors que souvent, dans notre société, on pense que le bonheur, c'est juste accepter notre vie, être content de notre travail, et que nous devons déjà être satisfaits parce que c'est déjà pas mal. Donc pour moi, le bonheur, c'est bien plus exigeant que ça. Le bonheur, c'est que chaque être humain sur la Terre puisse trouver une véritable signification à sa vie, dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, dans son idéal de vie et dans son idéal par rapport à son entourage, par rapport à ce qu'il vit dans sa communauté, dans son pays, etc. Ce qui veut dire que cela demande un état d'esprit particulier. Donc quand on parle de bonheur, je pense qu'on pourrait parler d'état d'esprit. Cet état d'esprit qui demande évidemment un travail sur soi, une connaissance de ses difficultés personnelles, mais avant tout, je dirais, une motivation à vouloir avoir l'état d'esprit adéquat pour se lever tous les matins en ayant une gratitude envers la vie et une gratitude envers soi aussi, parce que si on est heureux, ça veut dire que nous avons bien travaillé. Donc la première gratitude que nous devons avoir, c'est envers nous-mêmes. C'est déjà une première approche. Hein. Ça m'arrange bien parce que ces derniers temps, j'étais un peu pessimiste, comme je vois ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai qu'on doit, la meilleure façon d'agir, c'est de garder un état d'esprit positif. Bon, alors, encore faut-il comprendre ce que veut dire un état d'esprit positif. Parce que c'est vrai que c'est facile de dire un état d'esprit positif et se lever tout le matin en se disant « Ah, youpi, la vie est belle, c'est génial, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil ». Donc pour moi, l'état d'esprit positif, c'est encore autre chose. Hein. Un état d'esprit positif, c'est une capacité de comprendre que nous avons le pouvoir nécessaire pour construire la vie que nous voulons. Donc ça veut dire que ça demande du travail, ça demande de la persévérance. Ça demande aussi un lâcher-prise par rapport à ce que nous voyons justement dans la société, dans le monde. Et encore une fois, le lâcher-prise ne veut pas dire se soumettre, ça ne veut pas dire accepter que le monde soit mauvais parce que l'être humain n'est pas bon en soi et que de toute façon ça sera toujours comme ça sur la Terre. Lâcher prise, ça veut dire que je vois ce qui est en face de moi, j'accepte que cela existe, mais en même temps je fais ce qu'il faut pour que le monde évolue et pour que cela change. Donc pour moi, c'est de lâcher prise, c'est cela. Et en même temps, cela demande aussi une grande connaissance de soi. Pourquoi ? Parce que la première chose que nous devrions découvrir à l'intérieur de nous, c'est notre idéal. C'est cet idéal dont on parle peu dans notre société. Comme je disais tout à l'heure, on a tendance à se suffire à soi-même, à estimer que du moment que j'ai un travail, tout va bien pour moi. Il est primordial, j'estime, que dès l'enfance, une personne sache qui elle est, quels sont ses véritables besoins fondamentaux, et qu'elle puisse découvrir cet idéal sans se dire que l'idéal, ça va pour les enfants, pour les adolescents, mais plus tard, il faut devenir raisonnable. Donc pour moi, être raisonnable, c'est justement écouter notre idéal et le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. C'est très très important. Et je peux vous dire que depuis 35 ans que j'enseigne, si une personne est vraiment motivée dans sa vie, elle peut découvrir son idéal et elle peut vraiment être satisfaite de sa vie dans son domaine affectif, dans son domaine professionnel, et elle peut réussir justement à combiner son idéal et ses besoins financiers, son besoin de construire sa vie avec un entourage. Yeah. Est-ce que, il y a une chose qui m'a touché, c'est cette idée de trouver son idéal. Est-ce qu'il y a un idéal général qui convient à tout le monde, comme on parle des objectifs, des vérités absolues et des vérités relatives? Est-ce qu'il y a un idéal absolu qui permet de trouver un consensus avec les autres, malgré notre spécificité? Et dans le même temps, où est la place de l'idéal personnel? Bon, tout dépend de ce qu'on appelle l'idéal. Je dirais que pour moi, l'idéal, ce n'est pas un consensus. Hein. Un consensus, ça peut vouloir dire aussi politiquement correct, donc je ne sais pas par là. L'idéal, il y a effectivement, on peut dire qu'il y a deux sortes d'idéal. Il y a effectivement un idéal individuel, c'est-à-dire que chaque personne a un idéal propre qui correspond à sa véritable personnalité, qui correspond aux qualités qui sont en elle.
Et ces qualités correspondent à ses besoins. Donc ça veut dire qu'une personne va avoir des besoins qu'elle pourra mettre en pratique dans sa vie personnelle, dans sa manière de vivre, au quotidien. Elle a un idéal par rapport aux gens qu'elle va aimer, qu'elle va rencontrer, par rapport à ses amitiés. Cette personne va avoir un idéal aussi par rapport à sa vie professionnelle, dans le sens que des enfants naissent avec des besoins peut-être plus artistiques que d'autres, ou un besoin d'une vie plus construite. Voilà, donc chaque enfant va vivre avec des qualités qui correspondent à ses besoins, et à partir du moment où cet enfant a des qualités qui lui sont propres, ça veut dire qu'il sera en accord avec lui-même toute sa vie. Ce qui veut dire que donc, en conséquence, il peut mettre son idéal en pratique, puisque cet idéal correspond à des véritables besoins. Ces besoins correspondent aux qualités qu'il a en lui à sa naissance. Donc ce n'est pas une utopie, c'est vraiment un idéal qu'il peut réaliser tout au long de sa vie. Donc en fait, il y a autant d'idéaux que d'êtres humains sur la Terre. Même si on prend comme exemple des jumeaux, ce sont deux enfants qui vont être semblables à bien des égards, mais ces deux enfants vont pouvoir avoir une route différente parce qu'ils auront peut-être un idéal différent. Ça, c'est au niveau individuel. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment se connaître. C'est important de connaître ses difficultés aussi, ses difficultés émotionnelles, pour retracer sa route au milieu de ces difficultés émotionnelles, apprendre à les gérer et un jour apprendre à les supprimer, parce que ce sont ces difficultés émotionnelles qui vont nous empêcher justement d'aller vers cet idéal. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a un idéal général, c'est clair. Je crois que si on devait faire une petite synthèse de cet idéal, tout simplement, il faudrait que sur la Terre, il y ait à l'intérieur de chaque être humain assez d'amour et assez de courage, n'est-ce pas, pour faire ce qui est juste et pour exiger ce qui est juste. Donc pour moi, l'idéal général, c'est ça, c'est qu'on supprime la lâcheté sur la Terre et qu'on mette l'amour, je dirais, au centre du monde. Et je pense que tous les êtres humains sont capables de le faire. Ça non plus, c'est pas d'utopie. Nous avons, c'est indispensable. D'ailleurs, nous le voyons bien. Pourquoi notre société ne va pas? C'est parce qu'on a oublié le courage, on a oublié l'amour, quelquefois. Et le premier amour que nous devons avoir, c'est déjà vis-à-vis de nous-mêmes. Bonne nouvelle. Mais alors, il y a une chose aussi qui m'a touché, découvrir ce pouvoir. Ça m'intéresse beaucoup. Comment vous faites pour qu'on découvre nos pouvoirs? Parce que je vois des fois, il a de suite une bonne santé, j'étais toujours intrigué. Maintenant, à mon âge, je considère que c'est justifié. Mais quand j'étais jeune, je voyais comment je peux avoir des pouvoirs pour faire face à tous ces défis que vous suggérez. En quoi consiste la découverte des pouvoirs de l'individu pour qu'il dépasse sa condition? En fait, on n'a pas besoin de découvrir notre pouvoir, parce qu'il est en nous dès la première seconde de notre vie. Ça veut dire que l'enfant naît au monde avec deux qualités importantes, et pas seulement le pouvoir, il naît avec un libre arbitre, qui veut dire que tout au long de sa vie, chaque acte qu'il va faire, qu'il soit conscient ou pas, ce seront des actes qui découleront de son libre arbitre, puisque même s'il fait un choix négatif, ça reste un choix, n'est-ce pas? Donc l'enfant va faire un choix, et plus tard l'adolescent, et plus tard l'adulte. Vous voyez à quel point justement il est important de se connaître, puisque c'est la loi de la vie, c'est pas la mienne, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que l'homme vient au monde, l'enfant vient au monde avec un pouvoir et un libre arbitre. Et en fait, ce pouvoir et ce libre arbitre vont lui permettre de choisir entre ce que sa conscience lui dicte. Bon, sa conscience, là je rentre un peu dans ma philosophie et dans les mots techniques de ma philosophie. Sa conscience qui est en lui ce qui lui donne toujours les bons conseils, ce qui lui montre la voie juste, qui correspond aux fameux besoins dont je parlais tout à l'heure, aux fameuses qualités dont je parlais tout à l'heure, et son subconscient qui vient avec lui, dans son petit bagage, qui porte en lui ces programmations émotionnelles que nous pourrions synthétiser en parlant de ses peurs et de ses colères. Alors en fait, cet enfant, au départ, et plus tard l'adulte, s'il n'en a pas conscience, sera en face de cette conscience et en face de ce subconscient. C'est comme s'il était, s'il écoutait deux postes à la radio, et il doit choisir en fait quel poste il veut, non pas entendre, mais écouter. Et le problème chez l'être humain, c'est que dans notre société, on ne lui a pas appris à faire ce choix. Ce
c'est ce qu'on appelle la dualité, ce qui veut dire que l'être humain souvent est en bataille entre sa conscience qui lui dit vas-y, fais, voilà, tu as du courage, vas-y, tu es capable de, et son subconscient qui lui dit non, non, c'est pas le moment, je vais pas y arriver, c'est trop tôt, c'est trop tard, etc. Et qui fait que finalement il ne va pas faire ce qui est bon pour lui. Donc en fait, là je parle du libre arbitre, mais le pouvoir c'est pareil, nous naissons avec un pouvoir. Et la difficulté dans l'histoire de l'homme, c'est que comme on ne lui apprend pas qu'il a ce pouvoir, soit de nouveau il va offrir cette force qui est en lui à sa conscience, s'il l'écoute, donc il va donner cette force aux actes qu'il va décider de faire, hein, puisque sa conscience lui dit vas-y fonce parce que tout c'est bien pour toi, donc il va donner toute son énergie pour agir. Par contre, s'il a beaucoup de peur et que son subconscient lui dit non, non, ne fais pas ça parce que tu ne vas pas réussir, attends d'avoir des preuves pour commencer quelque chose, à ce moment-là, il ne va pas agir, il va hésiter. Et le problème, c'est qu'il va donner toute cette force qui est en lui à son hésitation, à son doute, à sa peur, qui vont se renforcer. Donc, à ce moment-là, son problème, c'est que son pouvoir sera donc servi par le subconscient sera servi par le pouvoir, et il va accélérer son processus de souffrance, hein, de difficulté, de peur, parce qu'il aura mis inconsciemment son pouvoir au service de sa peur. C'est ça. Voilà, c'est libérer de cette peur, c'est donner la place au pouvoir qui existe en lui. Mais de toute façon, mais qu'il le veuille ou non. Ça demande une connaissance, ce que vous faites, vous enseignez. Attendez, non, je crois qu'il faut voir les choses différemment. Parce que le but de l'être humain, c'est pas de donner la place au pouvoir. Non. Le but de l'être humain, c'est d'utiliser le pouvoir comme instrument pour agir. C'est pas pareil. Parce que si vous donnez la place au pouvoir, le pouvoir n'a aucune place, il ne cherche aucune place, il est neutre. Donc j'imagine que vous vous donnez aussi des outils, une connaissance de soi qui lui permet d'avoir un discernement et de l'utiliser avec à bonne escient.